Fait qu'on y va donc avec la section donc 2.4 qui est donc le mouvement sur un plan donc incliné. Donc comme je disais, donc on va aller donc souligner donc ça ici, mouvement sur un plan incliné. J'aimerais ça qu'on écrive à côté que mouvement sur un plan incliné, ben c'est la même chose que MPI. Et à savoir que le mouvement sur un plan incliné, ben c'est un mouvement rectiligne uniformément donc accéléré. Ce qui fait en sorte que oui, je vais avoir une accélération, mais l'accélération, il va falloir la trouver avec notre nouvelle formule. Cette formule-là va servir juste lorsqu'on va travailler sur un plan incliné. Et le A va être plus petit, toujours plus petit que 9,8 mètres par seconde au carré. Parce qu'on se rappelle, hein, quand on travaillait avec le mouvement en chute libre, le A est égal à l'attraction gravitationnelle de la Terre, était égal à 9,8 mètres par seconde, donc au carré. Mais on s'entend que si on descend, admettons, donc en vélo, tentative de dessiner donc un vélo, donc sur une pente, bien, l'accélération va être plus petite, donc le G. Donc, je vais descendre pas mal moins vite, donc en vélo sur une pente, même si mon angle est super grande, que si je me lançais donc en bas d'un immeuble, peu importe, ou d'une montagne ou d'un avion avec un parachute. Fait que comment qu'on va faire pour aller chercher donc l'accélération? C'est que je vais toujours utiliser ma formule qui est là et il va falloir toujours penser à la fin d'année de mettre la calculatrice en degrés. Fait que là, on va aller se mettre une petite note, calculatrice en degrés, parce que sinon, si on est en radian, ben c'est sûr que ça ne marchera pas là, pour notre calcul. De toute façon, vous allez vous en rendre compte, ça va donner un chiffre là, qui va vraiment être bizarre. Fait qu'on nous dit, on a un camion qui descend une pente avec un angle de 10 degrés d'inclinaison. On veut savoir quelle est son accélération. Fait que pour aller chercher l'accélération, ben, je vais utiliser ma formule. À savoir que ma formule, là, il y a un petit fois donc, entre les deux. On pourrait peut-être aller le mettre là, ici, là, entre les deux ici, là, pour signifier là, que, ou mettre là, un petit point pour signifier qu'il y a une multiplication. Tout ce que j'ai à faire, c'est G, l'attraction gravitationnelle, donc de la Terre, 9,8 mètres par seconde au carré, fois sin de mon angle. Fait que je fais égal et ça va me donner un chiffre qui va toujours être plus petit que 9,8 mètres par seconde au carré. À partir de là, ben, je vais pouvoir prendre mes formules. On écrit ça du MRUA, puis utiliser mon accélération pour ma descente là, sur un plan incliné donc de 10 degrés pour utiliser donc mes formules du MRUA puis continuer là, finalement donc mon calcul. Fait que c'était tout ce qu'on avait aujourd'hui à faire donc dans nos notes de cours. Maintenant, on va s'en aller direct donc faire nos devoirs donc ensemble. Notre devoir, c'est deux petits numéros, donc numéro 18 et numéro donc 19 qui est en lien donc avec le mouvement sur un plan donc incliné. On va d'ailleurs aller l'écrire. MPI pour mouvement donc sur un plan donc incliné. On y va avec ça. Fait qu'on est à la page 76, si je vous attends donc tout le monde. On est au numéro 18. Tous les autres numéros là finalement donc sont faits. Fait qu'on nous dit qu'on a un morceau de glace qui se détache d'une cheminée et dévale sur un toit couvert de verglas. Cette pente-là a un angle de 25 degrés. En A, on va aller chercher quelle est l'accélération donc, du morceau donc, de glace en passant hein, tous nos chiffres, c'est en considérant qu'il n'y a pas de friction, pas de résistance, donc de l'air, pas rien. Donc, c'est vraiment une réponse donc, théorique. Fait que je vais utiliser directos donc ma formule. Donc, je vais faire le A, 9,8 mètres par seconde au carré, fois sin de mon angle. Je pitonne ça sur ma calculatrice. Elle est toujours pitonnée hein, quand vous faites vos devoirs sur votre calculatrice pour savoir si à l'examen, vous allez être bon, donc pour pitonner. Et ça va nous donner 4,14 mètres par seconde au carré. Et c'est un chiffre qui est plus petit que 9,8 mètres par seconde au carré, qui est l'accélération gravitationnelle, autrement dit, donc le G. Fait que je devrais donc avoir une bonne réponse. Là, vous allez dire, ouais, mais là, ça va être facile, tu vas juste nous demander d'aller calculer l'accélération. Mais non, à partir de l'accélération donc qu'on vient de trouver, hein, on va pouvoir s'en servir, cette accélération-là, pour aller trouver d'autres choses. Donc, en B, on nous demande justement quelle sera la vitesse du morceau, autrement dit la vitesse finale, après
2 secondes si la vitesse de départ, vitesse initiale, est de 4,9 mètres par seconde, donc au carré. Fait que nous, dans le fond, on va aller chercher donc la vitesse finale. Et qu'est-ce que je sais? C'est que je sais l'accélération, je sais le temps, je sais la vitesse initiale, puis je vais aller chercher donc ma vitesse finale. Fait que c'est bien certain que la première formule qu'on avait vue, ce serait vraiment donc l'idéal, il y a tout. Puis en plus, ben, ma formule est déjà donc isolée. Fait qu'on l'encadre, hein? Donc pour être sûr là, que c'est cette formule-là là, qu'on va prendre, et on remplace nos chiffres dedans. Fait que la vitesse initiale, ben, c'est 4,9 mètres par seconde au carré, plus, et là, je fais attention, je pourrais mettre là, des parenthèses ici, là, parce qu'ici, il y a un fois, là, plus l'accélération, fois la variation donc du temps, mais on le sait, hein, propriété d'opération, je vais toujours aller faire mes multiplications avant. Fait que si je veux pitonner ça d'une traite sur ma calculatrice, ben je fais 4,9 plus parenthèse 4,1 fois 2, je ferme la parenthèse, et ça va me donner ma vitesse finale. Bien entendu, je suis censé avoir une vitesse finale plus grande que ma vitesse initiale. Fait que, tu sais, là, je peux, dans le fond, prédire un peu mes résultats, là, s'ils sont corrects. En C, toujours avec qu'est-ce que j'ai découvert, je peux me servir de ma réponse numéro A, ma réponse numéro B. On me demande quelle distance le morceau de glace aura-t-il parcouru après 2 secondes. Donc, on garde finalement donc, le même temps. Fait que dans ce cas-ci, ben, je vais pouvoir utiliser la vitesse finale que j'ai trouvée donc en B. Je peux utiliser la vitesse initiale qu'on m'a donnée dans mon problème, le temps, puis je peux même me servir de mon accélération que je suis allée chercher donc avec la réponse donc du A. Fait que quelle, dans le fond, formule que j'ai choisie? J'ai choisi celle-ci, mais moi, là, j'aime mieux, là, elle qui est juste avant. On va aller mettre les XF et XI ensemble, puis on va remplacer ça par delta X. Puisque delta X est égal à VI fois delta T, plus une demi fois l'accélération fois le temps, donc au carré. Fait que c'est cette formule-là, finalement, qu'on va utiliser. Je peux bien vous la copier, donc en dessous, là. Donc, mais on fait juste là, remplacer la parenthèse là, par delta X. VI fois delta T plus une demi A delta T, donc au carré. Tu sais, vous savez, là, moi, là, les formules avec les XI, XF, là, je les aime un petit peu moins. C'est un petit peu plus difficile. Donc, on dirait qu'il y a plus de variables, là, puis c'est un peu gossant. Fait qu'on va travailler avec elle que j'ai écrit en bleu. Fait que je vais faire ma vitesse initiale, qui est de 4,9 fois mon temps, qui est de 2, plus mon une demi, fois mon accélération, fois mon temps au carré. Ah, fait que là, regardez, mon temps au carré, il ne faut pas l'oublier. Puis, pour ne pas être obligé de faire la propriété d'opération, 2 au carré, ben, j'ai comme fait 2 fois 2. N'oubliez pas, par contre, hein, de mettre des parenthèses. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je l'ai comme descendu. N'oubliez pas de mettre des parenthèses ici parce que j'ai un plus à faire donc entre les deux là, pour ma propriété d'opération. Fait que si je fais ça fois ça, plus tout ça là, en multiplication, bien, ça va me donner donc 18 mètres. Donc, je vais avoir, le glaçon va avoir parcouru 18 mètres. On finit avec notre numéro 19, donc aujourd'hui. Donc, pour, dans le fond, là, nos calculs, numéro 19, il n'y a pas de ABC, là, donc il y a juste ça. Fait qu'on nous dit, on a une voiture qui roule déjà, là, ça c'est la vitesse initiale, à 100 km/h. Arc, nous autres, on n'aime pas ça, des kilomètres-heure. On va faire fois 1000 divisé par 3600 pour mettre ça en mètres par seconde. Elle tombe en panne alors qu'elle grimpe une côte, oh boy, dont la pente a un angle. J'imagine que je vais essayer de trouver l'accélération, donc avec la pente de 20 degrés. Quelle distance? Oh, moi, je cherche le delta X. La voiture parcourra-t-elle avant de s'arrêter et de commencer à descendre la côte en reculant? Supposez que l'accélération de la voiture est la même que celle d'un bloc qui glisse sans frottement, donc sur la pente. Bon, fait que là, moi, dans le fond, je suis en train de monter une pente, mais là, oh, je tombe en panne. J'avais une certaine vitesse initiale au départ. Je monte, et boy, je monte plus. Fait que ça veut dire que quand que je monte plus, il faut que je déduise. Ça, c'est à moi, là.
à vraiment, donc, à cogiter là-dessus, à comprendre que ma vitesse finale est de 0 mètres par seconde. Fait que rendu là, ouais, je vais commencer donc à reculer, puis ma voiture, ben, va s'en aller donc de reculons. Puis on le sait que la pente, elle est de 20 degrés. Quand on vous donne un degré, là, un angle, allez toujours commencer par aller chercher l'accélération avec notre nouvelle formule. Fait que l'accélération, on sait que c'est le G fois donc le signe de mon angle qui va donner donc un chiffre plus petit que l'attraction gravitationnelle, plus petit que 9,8 mètres par seconde, donc au carré. Hey, fait que là, j'en ai des affaires, là. J'ai l'accélération, hein? Donc mon accélération, donc je l'ai. Je connais la vitesse finale qui est censée être de 0. Je connais ma vitesse donc initiale. Puis moi, qu'est-ce que je cherche? Bien, je cherche le delta X. Fait que je suis allée me chercher donc une formule. C'est une des dernières formules qu'on avait donc dans nos choix de formules, où est-ce que le A, VI, VF, puis delta X, donc cette formule-là là, elle est super le fun donc à utiliser. Tout ce que j'ai à faire, c'est ma vitesse finale au carré moins ma vitesse initiale au carré, propriété d'opération, hein, et en passant, c'est tout, là, le 0 mètre par seconde au carré, puis le 28,8 mètres par seconde, je ferme la parenthèse au carré, divisé par 2, puis divisé par mon A. Fait que divisé par 2, puis divisé par le A. Je ne peux pas pitonner ça nécessairement d'un bout, là, d'une traite, là. Fait qu'il faut vraiment, là, que je pitonne en haut, je divise, je mets une parenthèse, puis je divise par le bas. Habituez-vous donc à pitonner avec votre calculatrice et ça va me donner finalement le déplacement qui est de 115,3 mètres. Bon, fait que dans le fond, là, on a donc notre déplacement. Nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Puisque notre devoir donc est fini, on va aller commencer donc notre laboratoire, notre labo 4. Fait que quand on va se voir donc en vrai, on va pouvoir donc l'expérimenter. De toute façon, je vais vous faire donc une capsule aussi. Fait que notre labo 4, sortez ça. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller le sortir là, dans Team ou dans Moodle. Ça va être sur le mouvement sur un plan incliné. Oh, fait que là, c'est une descente en planche à neige. Mon Dieu, là, j'ai commencé la planche à neige, je suis vraiment moins bonne là, qu'en ski. En tout cas, un jour, je vais être bonne. Un groupe de jeunes fait de la planche à neige sur les pentes d'un massif montagneux. Chacun peut choisir la trajectoire de son choix selon son habileté. Si certains planchistes choisissent de descendre en ligne droite, quel type de mouvement les entraînera vers le bas de la pente? Bien, j'imagine que c'est un mouvement sur un plan incliné. Pour en apprendre un peu plus, réalisez cette expérience qui vous permettra de, et là, ça c'est le but qu'on envoie en dessous, de découvrir les représentations graphiques et mathématiques d'un mouvement sur un plan incliné. Fait qu'on envoie notre but ici. Numéro 1, quelle est la variable indépendante? Bien, la variable indépendante, c'est le temps. Numéro 2, les variables dépendantes, c'est la position, vitesse et l'accélération. Fait qu'au numéro 1, on écrit temps et au numéro 2, donc on écrit tout simplement position, vitesse et accélération. Pour ceux qui sont mêlés, là, on est au laboratoire, donc 4 sur un mouvement en plein incliné. Numéro 3 maintenant, quelle variable qu'on doit savoir, qu'on doit contrôler, qu'on doit tenir compte? Bien, c'est l'angle du plan incliné. Fait que l'angle du plan incliné, puisqu'on s'entend que plus mon plan incliné là, va vraiment être abrupt, plus ça va descendre vite, plus mon accélération donc va être intense. On va aller écrire notre hypothèse maintenant. Je crois que le chariot accélérera tout le long de son parcours. Donc, je crois que le chariot accélérera tout le long de son parcours. Pourquoi? Bien, parce qu'il sera attiré vers le bas du plan incliné par la gravité. Parce que lorsque on descend, admettons, en planche, mon Dieu, j'ai cette tentative de dessiner donc un planchiste de même, il est très mignon. Bien, c'est sûr que le planchiste descend comme ça. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il descend? Bien, c'est au niveau donc des vecteurs, parce que la gravité le tire aussi donc vers le bas, ce qui fait en sorte que youhou, il va descendre donc sur la pente. Fait que je crois que le chariot accélérera tout le long de son parcours parce qu'il sera attiré vers le bas du plan incliné par la gravité. Je monte un peu notre schéma du montage. Fait qu'on va travailler avec les petits bolines, mais sur un plan incliné.
Oui, bien, on revient là, il n'y a pas de problème. Comme ça, donc ici. On va travailler donc avec donc, un beau plan incliné. Le chronographe, le chronomètre à étincelle donc, va être installé donc, en arrière du chariot. Bien sûr, hein, les points vont être quand même assez distancés, mais pas autant distancés là, qu'un mouvement donc, en chute libre. Puis ça va dégringoler là, quand même donc assez vite. Fait qu'on va pouvoir aller s'amuser avec des petits bolides, donc sur une pente, là, le prochain cours. Mais en tout cas, notre document de laboratoire, il va être prêt. Tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est de faire notre petit ruban, l'analyser, faire les graphiques. Donc, après, mais on va préparer donc nos feuilles. Est-ce que je peux changer? Good. Bon. Fait qu'on s'en va donc ici. Donc, ça, c'est notre petit plan incliné, là, comme j'avais dit. Donc, on va y aller donc avec notre chariot qui va dégringoler. On va mettre donc notre ruban donc ici, puis on va aller pouvoir donc interpréter notre ruban. Là, on va aller préparer nos tableaux. Et nous autres, on ne fera pas 50 000 tableaux, là. Fait qu'on va aller mettre un gros X sur ce tableau-là. Nous, on ne fera pas hey, un tableau pour la position, un tableau pour la vitesse, puis un tableau pour l'accélération, là. Fait qu'on met un gros X sur cette page-là. On va tout combiner, donc nos tableaux ensemble. En même temps, là, quand on va frapper là, des graphiques, on va aller mettre l'esquisse tout petit, donc à côté, pour vraiment que vous sachiez quel genre de graphique que ça va donner. Parce que le premier graphique, ça va être le graphique de la position en fonction du temps qu'on va vous demander de faire. C'est sûr que ça va donner donc une ligne là, qui va être courbe, qui va être ascendante. Fait que faites juste mettre une petite esquisse dans le côté, juste pour que vous sachiez là, quel graphique que ça va donner. Numéro 3, on ne fait pas ça. On va mettre ça aussi donc, dans le tableau. On va tout regrouper nos affaires donc, dans le même tableau. Et voilà donc notre tableau dont on va aller rajouter une colonne. Fait qu'on a le tableau du temps. Je vais vous demander d'aller écrire 0, 0, 0, puis d'aller vous préparer tranquillement, pas vite, à faire pour le temps des bonds de plus 0,05. Fait que 0,005, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, puis là, on descend, puis vous mettrez des trois petits points. Donc, vous allez dire quand est-ce que j'arrête? Bien, quand votre ruban va être fini. Fait que faites-en une coupe, là, puis après ça, donc ça va être correct. On va aller se rajouter une colonne, la colonne de l'accélération comme ça ici. Puis on va aller mettre plein de détails, donc sur notre tableau. Fait que ça, c'est le temps. Le temps, c'est noté delta T. On rajoute delta T. La position, c'est delta X. On rajoute delta X. La vitesse, c'est delta V. Puis l'accélération, ben, c'est le A. On va aller mettre la formule pour chacun. La formule de la vitesse est égale à la position sur le temps. Fait que ça veut dire que si moi, je vais aller calculer la colonne de la vitesse, là, ben, je vais faire la colonne de la position divisée par le temps. Fait que position divisée par le temps. Pour l'accélération, ben, l'accélération, ça va être la colonne de la vitesse divisée par le temps. Puis, ben, c'est sûr que si je veux la formule, là, delta V sur delta T, comme ça ici. Puis je vais vous demander aussi à la fin, dans le bas, là, d'aller me calculer la moyenne de l'accélération. Donc ça, de toute façon, là, on va les refaire ensemble, en sachant, hein, c'est sûr qu'en classe, sur notre ruban, on va aller prendre donc la position de nos points. On peut peut-être aller se faire un petit exemple donc, de ruban, donc en haut. On va s'en dessiner un, comme ça, ruban, avec des points de plus en plus distancés. Bon, là, ils ne sont pas beaux, là, mes points, là, mais tu sais, dessinez-vous des points de plus en plus distancés. Puis on se rappelle qu'on va toujours aller séparer 1, 2, 3, faire les séparations 1, 2, on va dire qu'il y a un point là, 3. On va toujours avoir des séparations pour faire en sorte qu'il y a 3 espaces. Parce qu'entre 3 espaces, bien, c'est sûr qu'il s'est passé 0,05 secondes. Fait que dessinez-vous donc un petit ruban comme ça, juste là pour penser qu'à chaque 3 points, ben, on va pouvoir prendre la position là, sur notre règle, puis noter ça ici là, dans notre tableau, les résultats, donc sur notre ruban. Hey, fait que là, on va être super prêt là, le prochain cours là, pour faire tout ça.
Je vous laisse copier ça. On s'en va l'autre côté. Au numéro 5. Numéro 5, on va aller dessiner juste une petite esquisse dans le côté. C'est le graphique de la vitesse en fonction du temps. Et le graphique de la vitesse en fonction du temps, c'est censé vous donner une belle ligne droite, donc qui passe par 0, 0. On fait juste une petite esquisse, juste pour savoir qu'est-ce que c'est censé donc de donner. Fait qu'au numéro 5, on dessine juste ça ici dans le coin, une petite esquisse. Ça, on a fait ça déjà donc dans le tableau, le numéro 6, on est content, donc on met un gros X dessus. Le tableau, on l'a déjà fait, puisque nous, on a combiné donc les 3 tableaux. Fait qu'on met un gros X sur cette page-là. On est super content. Puis on s'en va au numéro 8. Numéro 8, on va mettre une petite esquisse. C'est le graphique de l'accélération en fonction du temps. C'est censé nous donner une belle ligne droite, donc horizontale, comme ça ici. Donc, une belle ligne droite, donc horizontale. Puis, on va aller faire notre discussion tout de suite. Ça va être fait. Nous autres, on nous dit, quelle est la forme du tracé du premier diagramme, hein, le diagramme de la position en fonction du temps? Bon, on va aller écrire que c'est une courbe qui est, dans le fond, ascendante. Une courbe ascendante. Pourquoi? Ben, parce que la distance parcourue par le chariot augmente à chaque intervalle de temps. On copie tout ça, dans le fond. Donc, c'est une courbe ascendante parce que la distance parcourue par le chariot augmente à chaque intervalle de temps. On va même faire nos questions avant d'avoir fait notre laboratoire. Comme ça, ben, il va en rester juste le fun à faire. Donc, c'est une courbe ascendante parce que la distance parcourue par le chariot augmente à chaque intervalle de temps. Finalement, sur notre ruban, ça nous donne des points qui sont de plus en plus distancés, de plus en plus éloignés. Numéro 2, comment peut-on interpréter le diagramme de la vitesse en fonction du temps? On se rappelle que ça donne une belle ligne droite, ce qui veut dire que la vitesse augmente pendant tout le trajet. Et qu'on écrit que la vitesse augmente pendant tout le trajet. Numéro 3, comment peut-on interpréter le diagramme de l'accélération moyenne en fonction du temps? Ben, on le sait que ça donne une belle ligne droite horizontale. Fait que ça veut dire que l'accélération est constante. Bien entendu, donc en considérant qu'il n'y a pas de friction, qu'il n'y a pas de résistance de l'air, tout le kit, là, il va y avoir plein de choses à considérer. Numéro 4, on veut savoir quel type de mouvement qu'il s'agit. Bien, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Je sais que c'est un MPI, un mouvement sur un plan incliné, mais un mouvement sur un plan incliné, il y a une accélération. Fait que, tu sais, je vais pouvoir me servir donc des formules du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Numéro 5, oh là, les causes d'erreurs possibles, il y en a tout plein. Il y a la friction, donc avec la pente, avec l'espèce de morceau de bois là, que Mme Nancy va nous mettre là, pour nous donner une petite côte. Ensuite, il y a la résistance de l'air. Résistance de l'air. Ensuite, ben, les points sont difficiles à mesurer. Donc, écrivez là, que difficile de mesurer donc les points sur le ruban. On va utiliser une règle. Fait que la précision de la règle, puis il y en a bien d'autres. Hein? Il y aurait bien d'autres affaires là, que je vais vous parler aussi dans une petite vidéo. Donc, friction, difficile de mesurer les points, résistance de l'air, précision de la règle. Numéro 6, comment on ferait pour améliorer le protocole de ce laboratoire-là? Bien, on pourrait, admettons, essayer avec différentes inclinaisons. Donc, changer là, finalement donc, les angles donc d'inclinaison. On pourrait donc aussi donc, changer de bolide, avoir un chronographe à étincelle donc différent. Fait qu'on pourrait là, modifier donc, notre matériel dans le fond. Puis numéro 1, notre conclusion. On conclut que, on commence là, le mouvement du chariot est un mouvement uniformément accéléré dont la valeur est plus petite que 9,8 mètres par seconde au carré.
ou on peut écrire ça, là, plus petite que 9,8 mètres par seconde au carré, ce qui confirme notre hypothèse. Donc, le mouvement du chariot est un mouvement uniformément accéléré dont la valeur est plus petite que 9,8 mètres par seconde au carré. Puis, on a une petite question, donc l'autre côté, qui va être super, super facile. On encercle confirmé pour notre hypothèse. On s'en va de l'autre côté. Puis on nous dit certains planchistes choisissent de descendre en ligne droite, donc du downhill, là. Quel type de mouvement les entraînera vers le bas? Bien, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré ou un mouvement sur un plan incliné, hein, ça marcherait donc aussi, donc c'est la même chose. Puis c'est pas mal tout, là, finalement, là, pour notre laboratoire là, qui a